Hervé Mariton, je vous en prie. Merci, monsieur le rapporteur. Aussi grand que soit le talent de Xavier Breton, de votre serviteur ou d'autres, je ne crois pas que le spectaculaire soit notre talent principal. Et je crois que le débat, pour l'essentiel, a le mérite de se dérouler aujourd'hui, et c'est important, sans homophobie d'une quelconque nature, et n'enfermez pas les adversaires du projet en général dans quelques rares exceptions condamnables au demeurant. D'abord pour dire que j'apprécie beaucoup le ton et l'exigence d'analyse de nos invités de cet après-midi. Simplement, je voulais vous demander s'il n'y a pas certaines contradictions dans votre analyse et votre projet. Vous insistez pour dire que ce que vous souhaitez au fond doit ne rien changer aux couples existants. Vous insistez pour dire que vous souhaitez une loi qui vise à inclure plutôt qu'à changer de modèle. Donc vous êtes bien sur le thème de ne pas appeler à un changement de modèle. Et en même temps, par exemple, lorsque vous proposez d'ouvrir la PMA à toutes les femmes, cela veut dire alors un changement de la législation au-delà de la problématique des couples homosexuels pour viser d'autres insuffisances de la PMA aujourd'hui. La PMA aujourd'hui est réservée à des circonstances de stérilité. Elle n'est pas autorisée pour les personnes célibataires. Sur cet exemple, je pourrais en citer d'autres, mais cet exemple montre lui-même que pour atteindre à l'égalité que vous souhaitez, vous êtes amené à changer la définition du droit, y compris pour les autres. Pour obtenir l'égalité au regard de la PMA, il ne suffit pas d'inclure les couples homosexuels dans la PMA telle qu'il est définie aujourd'hui, il est indispensable de changer de modèle et de changer la législation de la PMA à l'égard de tous. Donc ça change en effet pour tous. On pourrait prendre d'autres exemples, mais voilà. Donc, à la fois, j'entends les deux affirmations que vous faites, simplement, elles ne vont pas bien ensemble. Et largement dans la ligne de la question que le rapporteur vous a posée, vous avez dit il n'y a pas d'égalité s'il n'y a pas d'égalité complète, c'est-à-dire une égalité absolue. Nous sommes modestement législateurs, nous ne sommes pas philosophes. Je ne suis pas sûr de pouvoir facilement comprendre ce qu'est l'égalité absolue. Mais au fond, si le texte adopté ne différait pas du texte qui est aujourd'hui sur la table, est-ce qu'il est mieux d'adopter le texte sur la table ou est-ce qu'il ne vaut pas mieux ne pas l'adopter tant il est éloigné de l'égalité absolue à laquelle vous visez? Et puis enfin, je formule l'hypothèse qui peut peut-être vous paraître provocatrice, mais je veux la dire avec beaucoup de respect. Je me demande s'il n'y a pas dans le texte qui est présenté une forme d'instrumentalisation de nos concitoyens d'orientation homosexuelle ou de certains d'entre eux, parce qu'au fond, on l'a entendu de nouveau ce matin à l'audition sur l'adoption. Si on ne va pas au-delà, en tout cas l'instrumentalisation, si on ne va pas au-delà du texte, j'entends votre cohérence et je la comprends. Mais si on ne va pas au-delà du texte, l'adoption servira simplement, il n'y aura pas d'adoption internationale, et elle servira simplement à régulariser des situations jusqu'aujourd'hui non possibles dans le temps. Tous les enfants qui vivent aujourd'hui dans des foyers homoparentaux et dans l'espace pour les personnes qui iront faire des PMA ou des GPA à l'étranger. Mais donc, ça n'est pas l'adoption. Et quant au mariage, est-ce qu'il est acceptable, j'entends que vous dites que cela ne suffit pas, mais est-ce que l'idée même que le pas accompli soit réservé aux seules personnes mariées est acceptable et supportable? Et est-ce que le remède n'est pas pire que la situation que vous critiquez? Et est-ce qu'à cet égard, il n'y a pas une forme d'instrumentalisation? Merci, mon cher collègue.